Harry Potter, l'une des plus grandes sagas littéraires écrites par l'auteur J.K. Rowling, nous raconte tout au long de cet roman les aventures du jeune Harry, accompagné de ses deux meilleurs amis, Ron Weasley et Hermione Granger, à l'école de sorcellerie Poudlard, dirigée par le professeur Albus Dumbledore. Pas la peine de vous faire un résumé sur ces films, car ils sont globalement bons, voire excellents. Et surtout, sans même connaître son univers par cœur, on connaît forcément de nom. Car c'est avant tout une saga littéraire, ayant rencontré un colossal succès, ce qui a encouragé beaucoup de personnes à s'intéresser à la littérature de manière générale, servant donc à alimenter les futurs parasites qui vous répéteront sans cesse que lorsqu'un film, série ou n'importe quoi d'autre sera porté à l'écran, que ce sera de toute façon une trahison vis-à-vis des origines sur papier et qu'il manque beaucoup de choses. Parasites déjà présents dans le monde des comics, qui depuis le lancement du MCU n'ont fait que s'accroître afin de contaminer les réseaux sociaux, vous insultant d'un culte car vous n'avez pas lu le roman numéro 4, ni même aperçu les pages d'un comics obscur sorti en 74, qui sont les vraies origines de tel ou tel débile qui sera prochainement porté à l'écran. Mais je ne vois que le négatif, et c'est bien évidemment un raccourci extrême, car depuis, les ventes des romans, des comics, des BD et autres sont de plus en plus bonnes, ce qui permettra de lancer d'autres univers, quelquefois multivers, créer de nouveaux personnages, modifier certains déjà existants, comme ce qui est le plus courant de nos jours, remplacer un homme par une femme, et si c'est possible, noir pour faire progressiste. Ne pointez pas le fait que je dise noir, car j'aurais pu dire n'importe quelle autre couleur de peau, tant que le résultat fait woke, car après tout, si une histoire fonctionne avec un homme, peu importe sa couleur, elle peut l'être également avec une femme, peu importe sa couleur, ou même avec une personne, ne se considérant pas comme l'un ou l'autre, peu importe sa couleur. Et quelquefois, le résultat final peut être mieux que le support d'origine. Sauf que souvent, cela n'apporte rien de plus que de faire gueuler les fans débiles qui n'aiment pas quand on change leur personnage qu'ils aiment tant. Sauf que ces personnes doivent impérativement se rentrer quelque chose dans le crâne. Les comics, les BD, les romans, les séries, les films sont tous différents. Adapter une histoire ne veut pas dire être fidèle à chaque virgule près. Pour faire simple, je ne suis pas contre le changement si cela apporte quelque chose de plus. Et de toute façon, même quand c'est littéralement le même personnage porté à l'écran, par exemple Doctor Strange, ils vont toujours trouver un moyen pour gueuler, parce qu'ils ne sont jamais contents. Enfin si, ils aiment quand on leur donne ce qu'ils réclament. Et le résultat ? Tout ça pour dire qu'être fan d'une histoire ou d'un personnage en particulier et qui aura bientôt droit à une adaptation sur écran, ça peut ravir beaucoup de personnes, tandis que d'autres seront un peu sceptiques et ont peur qu'ils ne respectent pas le ou les romans, le ou les comics, bref, les origines, la base. Et c'est notamment le cas avec Harry Potter. Beaucoup de choses ont été retirées afin que le plus important soit mis en place dans le premier volet, afin que l'histoire du retour de celui dont on ne doit pas prononcer le nom soit au centre de l'intrigue du début jusqu'à la fin. Et d'un côté, ce choix est totalement compréhensible, car cela permet d'éviter d'avoir des scènes inutiles qui auront de toute façon plus d'importance et seront mieux développées dans un livre plutôt qu'un film. Mais de l'autre côté, il faut également laisser quelques-unes de ces histoires, car sinon il serait trop court, donc il laisse dans chaque film, en plus du retour de l'ennemi principal, une autre histoire afin de combler le tout. La Coupe de Feu est le parfait exemple, le tournoi entre plusieurs écoles, l'arrivée de la vengeance, et qui se conclura par le retour de Lord Voldemort. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de tout ça, et que le tout n'a aucun rapport direct avec ce que j'ai réellement envie de vous parler. Eh bien, ne vous inquiétez pas, car moi, contrairement à la saga des Animaux Fantastiques, je sais où je vais. Tout ce que je dis est cohérent, et le tout prendra sens à la fin. Les Animaux Fantastiques, donc. Plusieurs années après la conclusion des films Harry Potter, suivi de la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, le premier spin-off de cette licence sortira fin 2016. Il sera réalisé par David Yates, le réalisateur ayant repris la saga principale à partir du 5e volet, c'est-à-dire l'Ordre du Phénix, et qui d'ailleurs s'occupera de réaliser tous les autres films jusqu'à sa conclusion en 2011 avec la deuxième partie des Reliques de la Mort. Et après tout ça, il décidera de faire une petite pause dans sa carrière, ne réalisant aucun autre film entre 2011 et 2015, excepté un épisode pilote pour la série Tyran. Il fera son grand retour dans le monde du cinéma et des sorciers l'année d'après, lorsqu'il sera choisi pour la réalisation de ce nouveau projet. Sans oublier que, quelques mois auparavant, il réalisera Tarzan, marquant donc son vrai grand retour à la réalisation, et c'était bien chiant. Donc, Les Animaux Fantastiques, de son vrai nom, Fantastic Beasts and Where to Find Them, les bêtes fantastiques et où les trouver.
nous plonge dans les années 20 à New York, ville dans laquelle plusieurs événements étranges vont se produire, qui vont effrayer les Moldus, qui dans cette ville sont nommés les non-mages, mais aussi les sorciers, car en effet, montrer aux yeux de tous de tels événements pourrait prouver l'existence des magiciens, ayant peur qu'ils décident de les exterminer. Menace bien réelle, notamment portée par les membres de la secte des fidèles de Salem, dirigée par Mary-Lou Belbos, interprétée par Samantha Morton, Alpha, qui craignent leur magie. Mais du côté des magiciens, certains extrémistes pensent qu'il faudrait au contraire arrêter de se cacher afin de dominer le monde. Ces idées sont soutenues par beaucoup de personnes et portées par un seul homme, Gellert Grindelwald, interprété par Johnny Depp. Voici le contexte. À quelques détails près, et si on change le nom de quelques personnages, nous avons la même histoire qu'avec Voldemort. Passons, au milieu de cette aventure, nous découvrons Newton Scamander. Mais comme c'est beaucoup trop compliqué pour nous, pauvres Français, nous découvrons Norbert Dragono. Suite. Norbert Dragono. Incarné par Eddie Redmayne, c'est un magizoologiste décidé à parcourir le monde afin d'étudier toutes sortes de créatures magiques dont la plupart le suivent durant ses trajets à l'intérieur de sa valise. Dedans se trouve ce qui ressemble être son laboratoire, lui permettant de prodiguer certains soins ou même de simplement rapporter certaines de ses bêtes dans leur pays d'origine. Ces deux histoires, pourtant totalement opposées, vont finalement se croiser, lorsqu'après avoir échangé par inadvertance sa valise avec celle d'un boulanger en déplacement pour demander un prêt à la banque, il ouvrira ce qu'il pense être sa valise, mais il laissera s'échapper plusieurs de ses créatures, qui iront se cacher dans la ville, forçant donc Norbert à lui révéler qu'il est un sorcier, et qu'il a besoin de son aide pour tous les récupérer. Car si certains sont totalement inoffensifs, d'autres peuvent être extrêmement dangereux. La chasse aux animaux débutera, mais lors de l'échange de valises, Norbert sera arrêté par Tina Goldstein pour avoir volé beaucoup d'argent, argent en réalité volé par son nifleur. Et comme la détention d'animaux, même sans violence, est interdite par les lois de New York, il sera conduit au MACUSA, le congrès magique des États-Unis d'Amérique. Percival Greaves, supérieur de Tina incarné par Colin Farrell, ouvrira la valise bien évidemment vide à ce moment, ce qui les conduira chez Jacob, le boulanger, afin de retrouver tous ces animaux dont la plupart se sont échappés. Du côté de l'histoire principale, une réunion de crise est organisée suite à de nouveaux événements étranges qui ont fait cette fois-ci des blessés ainsi que 2 victimes, un sénateur et la directrice du club sataniste. Bref, Newt se retrouve à jouer son rôle de magizoologiste avec un ado perdu, car la forme de magie qui causait énormément de dégâts se trouve être Croyance, fils adopté par Mary-Lou, manipulé par Percival, afin qu'il lui ramène un enfant ayant en lui un Obscurus. Mais cet Obscurus est en Croyance depuis le début. Un Obscurial est un sorcier qui héberge en lui un Obscurus, une forme de magie qui naît et grandit en soi à force de vouloir cacher ses pouvoirs. Sa mère adoptive est les sorciers, et elle rêve de leur extermination et elle battait souvent Croyance. Donc son Obscurus, une fois exprimé, se trouve être extrêmement violent et totalement incontrôlable. Et le sien est d'autant plus rare car souvent ce parasite en eux meurt au bout d'une dizaine d'années, et Croyance en a 20, et il est toujours présent. Malgré la sympathie de Norbert qui réussit quand même à calmer Croyance, Percival, suivi des aurores, les retrouve et le tue. Et d'ailleurs, Percival, au fil de l'histoire, commencera à avoir un discours sensiblement proche des propos que pourrait tenir Grindelwald. Norbert l'immobilise, et celui-ci se révèle être Grindelwald lui-même, censé avoir disparu il y a 2 ans. Il est arrêté, mais il a bien le temps de faire le discours du « Vous n'imaginez pas ce que je prépare et que ma vengeance sera terrible », et à la fin du film, ils vont oublier la ville, car trop de dégâts, trop de paranormal qui commencent à faire peur aux non-mages, et surtout sont à 2 doigts de découvrir leur existence. L'oiseau tonnerre, qui au passage était la seule et unique raison de la venue de Norbert en Amérique, le relâcher chez lui donc en Arizona, lui donnera une fiole contenant l'oubliette, l'oiseau provoquera un déluge, et toute personne se retrouvant sous les gouttes oublieront tous ces événements. Malheureusement, Jacob, même après les avoir aidés, et après avoir entamé une relation amoureuse avec Queenie, la sœur de Tina, que d'ailleurs, je ne mentionne que maintenant, mais croyez-moi, je vais y revenir dans les autres films, est obligé d'oublier ses nouveaux amis et son amoureuse, car le monde, qui était jusque-là caché aux yeux des Moldus, doit rester un secret. Rapportant plus de 800 millions de dollars au box-office, quadruplant donc son budget initial, une suite est alors envisagée. Et après un départ aussi bon, à la fois en tant que film et également dans ce qu'il est censé être, à savoir un spin-off d'Harry Potter sans se reposer que sur les fanservice, 2 ans et demi plus tard, Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald sortira. Toujours réalisé par David Yates, l'intrigue débute par l'évasion du dangereux Grindelwald dans une scène particulièrement classe, je le reconnais, qui nous montre, pour l'une des rares fois dans cet univers, le point de vue du méchant concernant son évasion.
Pour comparer avec Harry Potter, nous n'avons jamais vu l'intégralité de celle de Bellatrix, ni même celle de Sirius Black. Sirius n'est pas un méchant, mais au début nous avons dû comme en étant un à la recherche de Potter. Et c'est une excellente façon d'ouvrir le film, nous montrer une vraie menace s'évader dans une scène vraiment que j'apprécie beaucoup, car elle est particulièrement glauque vu de la manière dont il est immobilisé et traîné tout le long du trajet. Juste après, il sera rejoint par plusieurs de ses complices et ensemble établiront leur base dans une maison à Paris, en tuant ses propriétaires, sans oublier le bébé, faisant donc écho à Voldemort qui, lui, n'a pas réussi à tuer le jeune Potter alors qu'ici, on fait pas les choses à moitié. Et franchement, ça démarre plutôt bien. Et après, il y a le reste du film. Croyance n'est pas mort. Il a survécu à tous les sorts lancés qui lui visaient lui directement, mais aussi son Obscurus qui, d'ailleurs, n'est pas détruit lui non plus. À la fin du premier, ils le pensent tous les deux morts, avec un léger espoir pour nous, spectateurs, que Croyance ait réussi à s'en sortir sain et sauf, libéré de ce mal qui a grandi en lui durant de longues années, afin qu'il puisse démarrer une nouvelle vie loin d'ici, mais que nenni. Enfin, il va effectivement partir ailleurs, à Paris très exactement, afin d'enquêter sur son passé. Il veut retrouver ses parents, savoir qui il est, d'où il vient et pourquoi il a été abandonné. Mais pour moi, ce personnage n'avait plus rien à faire dans la saga. Car ce que convoitait Grindelwald dans le premier, c'était un Obscurus. Dans le 2, il en a un et Croyance a toujours le sien. Donc, dans tous les cas, il a déjà ce qu'il cherchait. Il n'a plus besoin de ce gamin paumé qui soit aurait dû crever dans le premier, soit aurait pu s'en sortir en décidant de partir loin, vivre tranquillement, sans l'Obscurus. Mais certainement pas de le faire revenir en lui laissant son Obscurus et que Grindelwald en est un également. Le mec a ce qu'il convoitait dans le premier, mais il veut tenter de le garder à ses côtés car 1 c'est bien, mais 2 c'est mieux. C'est la seule explication que j'ai trouvée qui explique la présence de Croyance à l'écran. En vrai, il y a une autre raison, mais j'y reviendrai après. Durant ses recherches à Paris, il rencontrera Nagini en forme humaine. J'ai une profonde haine pour ce qu'ils ont fait. Alors, je m'en fous du personnage, je m'en fous qu'il l'ait respecté ou non, je m'en fous des origines sur papier, je m'en fous de manière générale. Mais de l'avoir fait apparaître ici, parce que c'est écrit les animaux fantastiques, et le serpent, c'est un animal, n'est pas une raison valable pour introduire un animal qui deviendra dans plus de 60 ans un Horcrux du puissant Voldemort. Alors d'accord, ce serpent n'est pas comme les autres. C'est une femme touchée par un malédictus, ce qui la condamne à se transformer en serpent, jusqu'au moment où elle restera indéfiniment dans cette forme. Le problème que j'ai, c'est qu'elle est présente pour montrer les origines d'un putain de serpent qui avant était humaine. Et le résultat, elle ne sert absolument à rien dans l'histoire. La montrer humaine veut dire qu'elle a une conscience, elle ne se contrôle peut-être pas, mais elle reste un personnage. Personnage qui ne se transformera pas une seule fois pour aider Croyance, ni même nos héros, vu qu'à la toute fin, elle est avec le groupe à Poudlard face à Dumbledore, qui peut-être aurait un moyen de briser cette malédiction, car il prononce littéralement cette phrase lorsqu'ils récupéreront le pacte de sang et pensent qu'il peut peut-être le briser pour s'attaquer enfin à Grindelwald. Alors, s'il peut trouver une solution à ce pacte d'amour qui va être de toute façon détruit d'une manière complètement ridicule dans le prochain film, je pense que lever une malédiction est dans ses cordes. Mais merde quoi! Faire du fanservice sans aucune raison que de dire « Waouh, c'est Nagini !» Bah merci bouffon! Mais elle sert à quoi par expliquer qu'avant c'était une femme? Nous imposer de force un personnage aux côtés du Tout-Puissant si jamais on revisionne Harry Potter? Et pour quelle raison? Imposer une touche féminine à ses côtés, ce qui change de Bellatrix, la plus puissante des Mange-Morts. La plus puissante des Mange-Morts tuée par une femme au foyer. Et alors, le résultat? Elle ne sert à rien. Elle a 4 lignes de texte, reste présente à l'écran sans aucune raison, et ne revient même pas dans le 3. Et hop, elle est avec Voldemort. Parce que bien évidemment, elle n'a rien vécu entre les animaux et Potter. Elle s'est juste mise en veille et a attendu Tom Jedusor. D'accord, ça explique qu'elle n'est pas un serpent comme les autres. Mais elle est aux côtés de Voldemort. Et c'est l'un des Horcruxes. Évidemment qu'elle n'est pas comme les autres. Et puis merde quoi. Les origines de Nagini. Sérieux. En vrai, oui, ça peut être cool, mais dans ce cas, il fallait en dire plus sur elle, parce que là, on a le sentiment qu'il fallait absolument la mettre dans l'histoire parce que c'est marqué les animaux fantastiques. Mais ils se sont rendus compte qu'elle ne servait à rien dans l'histoire, et qu'en plus, elle décide de rester du bon côté, car à la fin, Croyance rejoint Grindelwald, qui lui promet de lui dire qui il est réellement, et puis disparaît de l'histoire pour finalement croiser la route de Tom Jedusor dans plusieurs dizaines d'années.
Norbert l'a vu se transformer. Je pense qu'il est le mieux placé pour trouver une solution pour la sauver. Ou même en parler avec Dumbledore, ou même McGonagall, qui, oui, est déjà née. Dumbledore, je peux bien croire qu'il ne vieillit pas comme tout le monde, mais elle, sérieux, c'était obligatoire de l'ajouter dans l'histoire. Et aussi, j'en ai pas fini avec elle. Pourquoi avoir développé une relation d'amour entre les deux? Il veut la sauver du cirque dans lequel elle est retenue prisonnière. Lui, il s'occupe de nettoyer les cages. Ils vont commencer à se fréquenter et rêvent de s'enfuir ensemble. Ok. Ça n'a aucun putain de sens! Il veut savoir qui il est réellement, mais il postule dans un cirque en tant qu'homme de ménage. Puis fera la connaissance de Nagini, qui est son vrai nom d'ailleurs, en tant que femme. Et ce nom, elle le gardera dans Harry Potter, en tant que serpent aux côtés de Voldemort. Alors d'accord, il parle fourche-langue, donc elle a pu lui dire qui elle est réellement. Mais vous vous rendez compte de l'image que ça donne dans la saga Harry Potter? L'ancien neveu zoophile de son ennemi juré a baisé son Horcrux. Voilà ce que ça fait que de vouloir faire du fanservice. Voilà ce que ça fait que de vouloir faire plaisir aux fans. Cela crée soit des incohérences, soit des trucs complètement débiles, et dans certains cas, comme celui-ci, des trucs totalement malsains. Retrouver McGonagall, retourner à Poudlard, remettre les musiques connues et très appréciées, incruster Dumbledore dans l'histoire, qui d'ailleurs n'en fout pas une, et ne fait que donner des missions à nos pseudo-héros. Beaucoup critiquaient son côté manipulateur avec Harry, mais bizarrement, ça ne choque personne qu'il demande à tout le monde de faire tout le travail à sa place. Je vous rappelle quand même que Dumbledore est souvent aux côtés d'Harry lors de ses missions, et qu'il le protégera dès qu'il le peut, et même quelquefois, il lui demande de l'aide car lui-même vient tout juste de revenir, et il est trop faible pour continuer tout seul. Non, là il fallait foutre une bonne grosse couche de fanservice pour camoufler un scénario qui tient à peine debout, en rebalançant le lore de Potter pour que cette histoire passe mieux auprès du public. C'est juste de la triche. Poudlard n'est pas la seule école de sorcellerie qui existe, alors pourquoi ne pas nous en montrer une toute nouvelle? Pourquoi Dumbledore? Pourquoi? Juste pourquoi ne pas avoir fait comme le premier? S'émanciper d'Harry Potter tout en racontant une histoire dans le même univers. Le premier de ce côté était parfait. Le 2, sans le fanservice, n'aurait duré que 35 à 40 minutes tout au plus. Et le 3, je vais l'aborder après, mais c'est une catastrophe. Revenons-en au scénario des crimes de Grindelwald. Avec un titre comme ça, je m'attendais, naïvement, à en apprendre plus sur ses crimes passés qui lui ont valu la réputation de grand mage noir, ou pourquoi pas voir les gens importants qu'il va tuer ici. Que dalle! Les seuls crimes qu'il va commettre est de vouloir déclarer la guerre aux Moldus grâce à un discours à la Hitler qui maintient qu'il n'est pas raciste envers les Moldus, mais qu'il ne faut surtout pas qu'ils se mélangent ni les côtoient, car ils sont différents, pas inférieurs, mais pas supérieurs. Ils sont bons, mais dans d'autres domaines. Ils peuvent aussi être dangereux, notamment à cause des guerres, donc il faut qu'on s'en occupe pour leur bien. En gros, il veut tous les tuer, en maquillant ses idées du « je le fais pour les sauver et vous aussi ». Dans le genre vicieux, il est quand même pas mal, et en vrai, j'aime bien son côté manipulateur et charmeur, à défaut d'un Voldemort qui ne ressemble à rien, ce Grindelwald est assez charmant physiquement, tellement charmant que, par le passé, Albus et Gellert étaient ensemble. Mais l'un ayant décidé d'éradiquer les Moldus qu'il considère comme dangereux et nuisibles pour leur monde, et l'autre persuadé que déclencher une guerre entre ces deux mondes n'est pas la solution, leur relation s'est détériorée jusqu'à se séparer. Dumbledore est sous son charme, l'aime sûrement encore, mais ne peut pas s'en prendre à lui directement à cause de leur pacte d'amour. Et Gellert a à ses côtés le seul qui pourrait lui tenir tête, Croyance. Son Obscurus serait effectivement assez puissant pour tuer Dumbledore. Donc, il a plusieurs bonnes cartes dans son jeu, mais le scénario n'en fait rien de ses cartes et de ses personnages. À chaque film, on nous promet un affrontement sans pitié dans le prochain, et lorsque ce film en question sort, ce combat est reporté au prochain film, et ainsi de suite. Le problème est de vouloir étirer cette histoire sur à la base 3 puis ensuite 5 films, alors que clairement 3 serait largement suffisant. Et il en existe 3 à ce jour, mais l'histoire ne mène nulle part. Ils ont de bonnes idées, mais de mauvais résultats, et donc ils tentent de s'en sortir avec du fanservice. La présence totalement inutile et injustifiée de Nagini, Dumbledore, McGonagall, le Phénix, l'école Poudlard, ce vieux crouton moisi de Nicolas Flamel qui ne sert strictement à rien à part nous montrer la fameuse pierre philosophale. La pierre philosophale. Petit caillou au premier plan dans le premier film.
La famille Lestrange, bizarrement mise au premier plan pour nous laisser penser que Croyance, qui à ce moment-là est encore à la recherche de qui il est, va avoir des doutes concernant ses liens envers cette famille. Ce qui nous donnera des scènes surréalistes de révélations dignes d'une telenovelas où clairement le film se met en pause pour nous expliquer de manière directe d'où il vient et qui il est. Plusieurs semaines de recherche, résumées en plus d'1h30 de film, conclues de manière aussi grossière en moins de 4 minutes par des flashbacks. Voilà le parcours de Croyance. Et en plus, tout ce qu'elle raconte est faux. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un Lestrange, mais un Dumbledore. C'est son frère, ce qui est faux également car c'est son neveu. Vraiment, quand je dis des révélations dignes d'une telenovelas, je déconne pas. Après, il n'est pas rempli que de défauts. Et c'est ça le pire. Visuellement, il est magnifique. J'ai déjà parlé de l'évasion, mais tout ce qui l'entoure, que ce soit lorsqu'il appelle ses fidèles, ces images sont juste des peintures magnifiques. Son grand discours à la toute fin est pertinent. Même si cela se résume à un génocide, au moins il le défend avec des arguments plutôt que d'être un méchant totalement transparent qui veut juste dominer le monde. Il est déterminé et prêt à tout pour réussir. Ses sorts bleus sont magnifiques. Ces dragons magiques qu'il invoque sont vraiment cool. Le personnage en lui-même est visuellement très sympa. Le contexte est intéressant, il est beau dans ce qu'il montre et raconte, et il sera plus développé dans le 3. Et c'est peut-être le seul point positif que je pourrais lui trouver à ce troisième film. Parce qu'autant le 2, je peux le défendre sur certains points, même si globalement il reste mauvais, autant le 3... Waouh! C'est une catastrophe. J'ai rarement été énervé devant un film. Une nouvelle fois réalisé par David Yates, Les Animaux fantastiques. Les secrets de Dumbledore. Je fais la blague maintenant, mais c'était déjà présent dans le 2 avec les animaux écrits en petit pour mettre en grand les crimes de Grindelwald. L'histoire débute au milieu de nulle part avec Norbert qui tente de récupérer un bébé Bambi avant que Croyance ne débarque, tue la mère et vole ce bébé. Seulement, juste avant de rendre son dernier souffle, elle accouchera d'un deuxième bébé Bambi. Elle attendait en réalité des jumeaux. Norbert le récupère et lui promet qu'il ne lui arrivera rien. À bout de souffle, il s'évanouit, puis grâce à son oiseau, montgolfière, dragon, ils s'envoleront et quitteront l'île. Question. J'ai eu le sentiment, en voyant cette scène, qu'il manquait un film. On quitte le deuxième avec une armée de sorciers prêts à faire la guerre aux non-mages, et là on débute sur une île pour récupérer un animal précis, avant que Croyance ne mette la main dessus, sans que l'on ne comprenne pourquoi, ni même c'est quoi ce Bambi, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fout ici, et pourquoi il le veut. Il s'est visiblement passé plusieurs mois entre les deux films, rien qu'à voir la tignasse du pauvre Ezra Miller qui, décidément, sert de plus en plus à rien au fil de l'histoire car il était déjà secondaire dans le premier, quasi tertiaire dans le 2, et là il va passer tout le film à tirer la gueule car il réalise que c'est peut-être sa dernière apparition au cinéma, due à son passe-temps qui consiste à jeter des chaises sur des femmes. Et le pire, c'est que même si l'action débute comme ça sans aucune explication, cela reste plus cohérent vis-à-vis du reste. Je ne sais même pas par quoi commencer. Y a rien qui va dans ce film. C'est incroyable. Si, je sais par quoi on va commencer. Le poster! Tout va bien? Tout ce qui est présent sur cette putain d'affiche est un aveu d'échec. La magie d'Harry Potter revient. Les secrets de Dumbledore. Ironique, venant du film qui ne parlera en aucun cas des secrets de Dumbledore, dont la plupart sont connus depuis le 2. Dumbledore, justement, est le personnage le plus grand sur l'affiche des Animaux Fantastiques, saga normalement centrée sur Norbert et ses animaux, car ces films se nomment tous Les Animaux Fantastiques. Vous auriez dit quoi si la saga Harry Potter se serait nommée La Chatte de Rusard? Dans le premier, les animaux sont présents entre 25 et 30 minutes, donc c'est peu.
Dans le 2, ils sont déjà quasiment inexistants, mais alors là, c'est presque une arnaque d'avoir mis ça en titre. Et le pire, c'est que la valise disparaît. Le monde féerique, rempli de toutes sortes de créatures, n'existe même plus dans l'histoire. Car clairement, les animaux, ici, ne servent absolument plus à rien. Poudlard est sur le poster, donc ce film est un aveu d'échec. Ils n'ont pas réussi à reproduire le schéma du premier, qui avait pourtant bien réussi à s'émanciper de Poudlard, Harry et tout le reste, pour nous raconter une histoire, certes, dans l'univers des sorciers, mais à une époque totalement différente, lieu différent, avec aucun personnage connu. Là, c'est juste mort. Ils n'arrivent pas à raconter autre chose, donc si jamais le film doit se planter, autant faire plaisir aux fans. Alors c'est parti, on te renvoie à Poudlard, on te met les musiques de Potter, Dumbledore donne des cours, il donne même des points, les Serpentards sont les petits cons, on retrouve la salle sur demande, et on te met bien à l'écran le professeur McGonagall. Tout comme le 2 nous balançait à l'écran ce vieux moisi de Nicolas Flamel, histoire de faire une référence bien grasse au premier Harry Potter avec sa pierre philosophale. La pierre philosophale. Et vous savez ce qui est le pire? C'est que je n'ai parlé que du poster. J'ai même pas encore commencé à parler du film. Et ça m'énerve déjà. C'est insupportable. L'histoire, c'est que celui qui a commis énormément d'atrocités durant sa vie du côté obscur, celui qui considère la vie des Moldus comme inférieure aux sorciers et affirme qu'ils doivent tous crever, celui qui rêve d'une guerre opposant les non-mages aux sorciers, celui qui ne reculera devant rien, tuant tous ceux qui lui tiendront tête, étant même prêt à tuer des gamins, celui qui n'est que chaos et manipulation, se présente aux élections présidentielles pour devenir le roi des magiciens. Oh putain. D'où tu te présentes de manière légale aux élections? Tu es un tueur! Tu es un tueur! Limite, il a fait le tour des mairies magiques, histoire de recueillir les 500 signatures pour être candidat officiel! Le mec a buté des gens aux yeux de tous. Il a fait, à plusieurs reprises, devant des tas de témoins même, des discours horribles à la Hitler. Le mec est réputé pour être un putain de psychopathe qui ne rechigne pas à tuer des gamins. Il est la plus grande menace des années 20, tout comme Voldemort l'est dans son temps, et sont tous les deux craints par les sorciers. Et Voldemort, tellement les gens en avaient peur, ils ne prononçaient même pas son nom. Et ce fils de pute a été blanchi pour manque de preuves. Et donc, il devient candidat aux élections et aucun parmi toute cette bande de débiles ne va ouvrir sa gueule, ni même tenter de dire quelque chose, ni même de dire « je m'y oppose ». En gros, tout ce qu'il vient de se dérouler se résume à ça. Suite à un manque de preuves nécessaires pour incriminer le candidat Grindelwald, il y a des putains de feux d'artifice de joie pour célébrer sa candidature. Principalement de Serpentard, oui, mais aussi d'autres maisons. Et le mec est porté par la foule comme un concert de Beyoncé. Mais merde quoi! C'est parce que t'as changé de tête que t'es plus gentil? Tente de prendre le pouvoir par la force, espèce de connard comme tu étais prêt à faire avant! Je reparlerai des acteurs après, mais voici l'histoire de ce film. Ça tient sur 2 lignes. Grindelwald est blanchi, il décide de se présenter aux élections présidentielles élu par un Bambi, et à la fin, il fuit. Tout ceci étant raconté en plus de 2h20 de film. C'est horrible. Beaucoup de personnes chient sur des scènes dans la saga principale, notamment le combat de fin. Mais vous êtes à des années-lumière d'imaginer que c'est possible de faire bien pire. Contexte, hein? Le Bambi récupéré au tout début a été tué, puis ressuscité et ensorcelé par Grindelwald, pour qu'il ne s'agenouille que devant lui. Ces animaux sont les plus purs qui existent. Dans un monde où les licornes, animaux censés être les plus purs existants, dont Voldemort buvait leur sang pour être immortel, mais d'accord, ces Bambis purs donc, ne se mettent à genoux que devant des personnes exceptionnelles dignes d'être le roi des magiciens. Ayant ensorcelé le premier, il ne se mettra à genoux que devant lui. Jusque-là, d'accord. Mais twist, le Bambi jumeau, donc le seul étant réellement pur, encore en vie, sera amené devant lui, puis il se baladera tranquillement et se mettra à genoux devant Dumbledore.
Et ce connard ne tente rien, même pas un petit Avada Kedavra en scred, non. Le mec est presque en train de chialer parce que le Bambi avait un jumeau et qu'il va choisir quelqu'un d'autre. Le plus grand psychopathe de son époque regarde la scène se dérouler sous ses yeux sans faire le moindre geste. Non. 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 Sans déconner, j'en ai marre. Voici l'homme qui a voulu attenter à ma vie. Cette scène est juste surréaliste. Le mec, il va rester sur place pendant plus de 5 minutes. Il va juste regarder ce putain de Bambi se balader à droite et à gauche. Il peut lancer un sort s'il veut. Il a sa baguette avec lui. Il a ses fidèles avec lui. Tous ensemble, ils peuvent faire un massacre. Mais non, il va juste rester sur place. Limite, il va chialer. Ce connard qui, à peine après avoir été élu par le faux Bambi, il y a quelques minutes, va lancer un endoloris sur le boulanger parce qu'il est moldu et veut se marier avec une sorcière. Et il dit que c'est une insulte à ceux qu'ils sont et qu'il ne va faire que souiller leur sang en s'aimant. Le mec a été blanchi pour manque de preuves et il balance ça devant plus de 500 témoins et pas un seul ne va l'ouvrir. Voldemort d'ailleurs, lui au moins il a des couilles. Parce qu'il va buter en 10 secondes une femme qui n'est pas contre le fait que les moldus et sorciers et ou sorcières soient ensemble. Lui, comme la licence ne tuera jamais le boulanger, devenu le comic relief des films, qui, dès le deuxième, revient avec tout en mémoire parce que le sort d'oubliette n'a pas marché. Ça, c'est l'explication facile, mais en réalité le personnage a plu au public, et comme il réclame toujours tout, eh bien ils ont cédé. Le mec est sympa, c'est pas le souci, mais il est juste la personne sur qui on peut s'identifier, car c'est un non-mage qui découvre le monde des sorciers, mais il faut arrêter 2 minutes. Dans Harry Potter, certes, nous n'avons que le point de vue d'un enfant qui va grandir au fil des films, dans un monde déjà magique où le monde qui l'entoure est habitué à la magie. Mais on arrive quand même à apprécier tout ce que l'on voit. Le mec est boulanger, il est juste sympa, et il queen dans tous les films. Et ça suffit pour qu'il soit l'un des personnages les plus appréciés de la franchise. Alors bien évidemment, face à un tel succès, il était absolument hors de question que dans le deuxième, il revienne en ayant réellement tout oublié. Donc, le sort oubliette n'a pas fonctionné. Ça fera plaisir à Hermione d'apprendre ça d'ailleurs, qui, pour ne pas que ses parents souffrent de sa disparition si jamais il lui arrive quelque chose de mal, ou pour ne pas qu'ils soient tous les deux en danger par sa faute, leur fera oublier qu'ils ont une fille. Bah du coup t'inquiète, c'est provisoire. Je préfère imaginer ça plutôt que de me dire que c'est grâce à la force de l'amour. Eh bien, il résistera également à un endoloris. Alors certes, ce sort-là n'est pas forcément mortel, mais il est extrêmement désagréable. Mais il sera sauvé par l'une des candidates. Et d'ailleurs, Grindelwald, en voyant ça, ne fera absolument rien. Il est beaucoup trop triste pour agir. Plutôt que de tuer celui qui l'a menacé quelques jours plus tôt, il va juste le faire souffrir pendant 5 secondes. Il va faire souffrir une personne qu'il considère comme étant une insulte à son sang car il aime l'une des siennes. Le mec n'arrive même pas à se venger et en plus, il n'a pas le cran de tuer une personne qu'il considère comme étant un parasite. Et le pire, c'est qu'il dit tout ça devant tout le monde sans que personne ne dise quelque chose. Il est plutôt clément, le nouveau... Enfin, ancien tueur, reconnu coupable, condamné, puis évadé, puis blanchi pour manque de preuves. C'est extraordinairement mal écrit. Allez vous faire mettre. Pourtant, ça démarrait bien, mais dès le deuxième, ça a commencé à foncer dans le mur, à forcer des clins d'œil insupportables. Et le 3, mais c'est juste horrible, c'est chiant, c'est mauvais, c'est mal écrit. C'est littéralement l'un des pires films que je n'ai jamais vu de ma vie. Y a rien qui va. Les personnages ont des réactions surréalistes. Le mec fait un discours à la Hitler devant tout le monde et personne ne bouge. Tous ces personnages sont relégués au second plan, à part Dumbledore, qui d'ailleurs ne nous apprend rien, donc ce titre ne sert à rien. Les secrets de Dumbledore. On sait depuis le 2 que Grindelwald et Albus étaient ensemble, donc ce n'est pas un secret pour cette histoire.
Le pacte d'amour entre les deux sera mis au premier plan et répété à plusieurs reprises, mais est déjà présent dans le 2, donc ce n'est pas un secret. Et en plus, il sera brisé à la fin parce qu'il va vouloir protéger son neveu de merde qui aurait dû crever dans le premier, lorsque plusieurs sorts vont se croiser afin de le protéger. Donc le courage de la force l'emporte sur le pouvoir de l'amour et de la mort. Et surtout, cela nous vend un affrontement entre les deux qui n'aura pas lieu dans ce film. Encore une fois, c'est une putain de bande-annonce sans rien de concret au final. On en apprend un peu plus sur cette femme peinte sur le tableau, qui d'ailleurs est présente dans le dernier film de la saga principale. On y apprend son nom, Ariana, que c'était leur sœur et qu'elle est morte. Son frère, encore en vie à cette période, discutera avec Harry sur le passé d'Albus qui n'est pas totalement net à en croire ce qu'il dit. On y revient juste après, mais leur sœur est déjà évoquée dans le deuxième film, et pire, dans un film qui date d'il y a 10 ans. Donc, ce n'est plus un secret. Certes, il y a plus de détails, mais aucun secret. Dans Les Animaux, on apprend qu'à l'époque, Albus et Gellert étaient ensemble, tout comme son frère avait une petite amie. Et lors d'une dispute, les deux ont dégainé leurs baguettes, puis ont lancé un sort. Les sorts se sont percutés, puis ont ricoché sur elle, ce qui l'a tuée sur le coup. C'était donc un accident. Ce qui rend donc cette phrase dans Harry Potter, prononcée par son propre frère, complètement débile. Mon frère a sacrifié bien des choses, Monsieur Potter, dans sa quête du pouvoir. Très bien. Donc, c'est n'importe quoi. Il ne l'a pas sacrifié dans sa quête du pouvoir, il voulait partir en vacances. Puis le ton est monté, et elle a été touchée alors qu'elle n'était pas visée directement. Il n'est pas responsable de sa mort, en tout cas, il est à 50% fautif. Mais il ne l'a en aucun cas sacrifié. À moins que le fait de vouloir partir en vacances allait le servir dans sa quête pour devenir le puissant sorcier que le monde connaît, mais rien n'est expliqué, et à Poudlard, il n'est que professeur de défense contre les forces du mal. Il y a forcément quelqu'un qui dirige l'école, mais on ne sait pas qui c'est. Peut-être que c'est lui en fait, seulement il est toujours montré en tant que professeur. Mais, peut-être qu'aveuglé par son amour pour lui, il les négligera au point même de tout laisser tomber pour partir ensemble, mais retenu par son frère, il aurait pété un câble, sorti sa baguette pour qu'il leur foute la paix, puis par accident, la tue. Mais en aucun cas, il ne l'a sacrifié dans sa quête du pouvoir. Et par putain de pitié, ne me balancez pas vos arguments du « mais il faut lire les romans », je m'en fous. Je ne suis pas obligé de les lire pour apprécier ou au moins comprendre ce que je regarde. Ils ne sont que du complément au film qui, quelquefois, s'émancipe un peu pour ne pas être une pâle adaptation sans prise de risque. Le passé expliqué dans la saga Harry Potter ne colle pas avec certains événements montrés ici et c'est tout. Voilà ce que ça fait que de vouloir tout expliquer pour faire du fanservice et également pour que ce titre débile ait un peu de sens. Mais les secrets de Dumbledore, il n'y en a aucun en fait. On voit le phénix sur le poster, il est toujours avec Croyance et plus tard il sera avec Dumbledore. Donc c'est de cette manière qu'il l'aura. Croyance va soit mourir ou lui léguer, voire les deux. Mais dans tous les cas, le phénix se tournera vers lui plus tard. On sait que le personnage est gay, donc le montrer en compagnie de son ex n'est pas un secret. C'était même expliqué dans le 2, bordel. Au mieux, c'est pour nous parler de leur passé, mais rien n'est expliqué, et on n'apprend rien sur Dumbledore lui-même, à part ce pacte de non-agression indestructible, présent dans le 2 et rompu à la fin du 3. Leur sœur. On sait déjà qu'elle est morte, on ne sait pas comment, mais on le sait. Et les raisons de sa mort ne sont pas un secret. Il y a des témoins qui ont vu la scène. C'était un accident. Alors cette phrase du « mon frère a sacrifié bien des choses, Monsieur Potter, dans sa quête du pouvoir, tu peux te la foutre au cul ». On expliquait dans Harry Potter qu'Albus n'était pas totalement clean dans sa quête du pouvoir, pour finalement rendre ça en tragique accident, car le grand Dumbledore ne doit pas être considéré comme méchant par moment. Déjà que des débiles ont gueulé quand ils ont appris qu'ils suivaient un personnage gay depuis le début, vous n'allez quand même pas leur infliger ça, que Dumbledore soit un peu manipulateur, voire mauvais par moment. Non mais attendez, gay c'est déjà assez horrible comme ça pour eux. Avec cette phrase en tête, dans Harry Potter, je pensais qu'il l'avait volontairement sacrifié. Mais non, au final, ce n'est pas de sa faute, ce n'était qu'un accident. Ce film n'a aucun sens dans ce qu'il raconte. Il tourne autour du pot pendant plus de 2 heures avant de finalement en arriver à l'une des scènes les plus surréalistes que je n'ai jamais vues de ma vie, qui m'a fait mais péter un câble en salle, et pour de vrai. Parce que oui, je l'ai vu en salle, et en avant-première même, le 10 avril, le jour des résultats des élections présidentielles françaises. Serait-ce une coïncidence? J'ai donc perdu 7,50 €, 2h20 de ma vie, pour l'un des films les plus insupportables que je n'ai jamais vu.
Et vous savez quoi? Je ne vous ai même pas parlé du film en détail. Et j'en ai rien à foutre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'eux aussi n'en ont rien à foutre de vous. Ils nous vendent une pseudo-histoire originale, mais en réalité déjà vue avant, mal écrite, sans rien de concret à chaque fois, dont certaines scènes évoquent clairement les films Potter, notamment avec celle dans la prison avec une énorme bestiole qui évoque celle avec le grand dragon dans le 8e film, la scène avec les multiples valises évoque celle où tout le monde boit du polynectar afin de ressembler à Harry, et enfin, scène ultime, le final sur un pont avec les colliers du pacte brisé en deux évoque le dernier film, lorsqu'Harry brise la baguette de Suro et la jette alors qu'il est sur un pont. On nous vend une vengeance impitoyable en chaque fin de film pour ne pas qu'elle ait lieu dans le suivant. Tout ceci, tous ces actes ne sont que des mots en l'air, et résultat, l'histoire ne décolle jamais. On est toujours au même point depuis le début. Grindelwald veut déclarer la guerre aux Moldus. Voilà. Le mec est normalement censé être un dangereux sorcier sans aucune pitié. Et pendant que tout le monde démontre sous ses yeux qu'il a triché pendant les élections, il va rester sagement à sa place sans rien faire d'autre que d'avoir des réactions de telenovelas. Mais sérieusement, vous voulez faire quoi avec un méchant comme ça? Le mec a son armée à ses côtés. Et pendant qu'on explique qu'il a truqué les élections avec des preuves qui d'ailleurs sont montrées aux yeux de tous les sorciers, il ne fait rien. Il reste inerte comme un caillou et limite il commence à pleurer parce qu'on révèle qu'il a triché. Il a buté beaucoup de personnes, il a été blanchi et lorsqu'il sera élu par le Bambimort, il fait le même discours qu'à l'époque. Mais ce qui me bute en fait, c'est que personne, absolument personne, ne tente quelque chose. Beaucoup de personnes se sont moquées de la réaction de Voldemort lorsqu'il retrouve enfin un corps normal. Désolé, mais moi je le comprends. Il est resté durant plusieurs années très affaibli après avoir tué les parents d'Harry. Il a été obligé de se rattacher à un autre corps pour survivre. Alors ouais, il est heureux de pouvoir à nouveau se débrouiller tout seul. Mais, dès qu'il est revenu à la vie, il bute instantanément la vengeance. Son rêve de tout contrôler, il va très rapidement le mettre en place. Il est heureux d'être à Poudlard, entouré de cadavres de profs et élèves qu'il a butés parce qu'il sait Dumbledore mort, et qu'il pense qu'Harry l'est aussi. Donc, plus rien ne peut l'arrêter. Harry Potter est mort! Il ne reste pas sur place comme un connard pendant qu'Harry explique à tout le monde qu'il a fait exprès de dire qu'il était mort. Il a une réaction totalement justifiée. Mais pas ce gros bouffon de Grindelwald qui va regarder la scène se dérouler sans même lever sa baguette, ni même dire « fermez-la », ni même les contredire en soutenant que son Bambi est le vrai. Non! Il attend que chacune des preuves affirmant que c'est réellement un tueur, psychopathe, tricheur, soit montrée aux yeux de tous sans rien faire d'autre que d'écouter et baisser la tête. Peut-être qu'il a eu un moment de lucidité, et qu'il voit enfin les choses telles qu'elles sont, et qu'il se rend enfin compte qu'il a été trop loin, ce qui pourrait éventuellement expliquer cette phrase « Je n'ai jamais été votre ennemi ». Mais le problème, c'est que ce ne sont que des suppositions basées sur le jeu des acteurs. Lorsque le pacte se brise, ils savent désormais que l'un d'entre eux doit mourir des mains de l'autre, et ils s'aiment encore, donc ça renforce le côté tragique. Mais cet affrontement aurait dû être montré et résolu ici, et non dans un potentiel 4e film. Et d'ailleurs, peu de temps avant la sortie en salle du premier film, ils ont annoncé que ce serait le premier volet d'une trilogie, mais cela a ensuite été changé pour une pentalogie, 5 films basés sur les animaux fantastiques. Mais au vu des polémiques entourant de près ou de loin le 3e volet, tout en prenant en compte les critiques assez mitigées du 2e, les studios ont déclaré que si jamais celui-ci ne fonctionnait pas, il n'y aurait pas d'autre suite. Polémiques qui sont assez nombreuses et dont certaines sont justifiées de mon point de vue. Je parle bien évidemment du changement d'acteur pour le rôle de Grindelwald. Interprété durant 2 films par Johnny Depp, celui-ci sera remplacé par Mads Mikkelsen, qui ne se prononce pas Mads mais bien Mads car il est danois et en danois le D est muet, donc Mads Mikkelsen. Changement d'acteur expliqué parce que ce dernier était en procès contre son ex-compagne Amber Heard. Polémique de plus en plus importante car si Johnny Depp a perdu ce rôle-là, Amber Heard, de son côté, a conservé le sien dans Aquaman 2, même si au final, son apparition sera fortement réduite jusqu'à finalement être remplacée par une autre actrice, suite au procès conclu en faveur de Depp. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on veut que l'égalité soit égale, il aurait fallu qu'elle perde son rôle aussi, bref. J'ai le sentiment, comme beaucoup de personnes,
que comme c'est une femme qui accuse un homme, au vu de tout ce qu'il s'est passé, qu'il fallait automatiquement virer l'homme avant même que le jugement final ne soit rendu. Et comme elle a perdu le procès, Johnny Depp a perdu ce rôle presque pour rien, tandis qu'elle a gardé le sien dans Aquaman jusqu'au jugement final, ce qui donc lui a fait perdre ce rôle. Mais le pire, c'est que vu son temps d'apparition à l'écran, clairement, cela ne servait à rien de le virer, il apparaît plus dans le 2 qu'ici. Je n'ai absolument aucun problème avec Mikkelsen, je trouve même au contraire qu'il joue un personnage moins, j'ai envie de dire, loufoque. Johnny Depp est surtout connu pour ses rôles, interprétations et costumes de personnages assez étranges. Quand je vois Gellert au tout début, je ne vois que Johnny Depp dans un rôle conçu pour lui. Mais j'ai du mal à l'imaginer avec Dumbledore, alors que Mikkelsen est juste parfait dans ce rôle, assez tendre avec lui au début dans une scène flashback, et il a le visage parfait pour mentir. Après tout, on est en face d'Hannibal Lecter, et lui il s'y connaît en mensonge. Donc le changement d'acteur ne me gêne que pour le côté injuste de l'histoire. Mais j'apprécie quand même qu'il n'ait pas tenté de le maquiller à mort pour qu'il ressemble parfaitement à Depp. Là ça aurait été totalement ridicule. J'ai bien évidemment pris des raccourcis dans l'affaire pour aller droit au but. Ce procès a duré plusieurs semaines et chacun a son avis là-dessus. Mais moi je retiens deux choses. Johnny l'a gagné, je suis heureux pour lui, et Amber m'a offert cette phrase. My dog stepped on a bee. Merci. Autre polémique, celle concernant J.K. Rowling et ses récentes déclarations, prises de position concernant les personnes transgenres. Une nouvelle fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme beaucoup l'ont fait pour d'autres personnes, je vais séparer l'artiste de la femme, même si au final, j'ai un peu de mal avec ce concept. Ces propos pour moi sont tout simplement dégueulasses. Écrivaine passionnée, adaptation de films ayant tous connu un très grand succès, ont propulsé l'auteur au rang de célébrité ayant une histoire personnelle assez intéressante, notamment sur comment il a conçu cet univers magique, devenu en très peu de temps un pilier du genre fantastique incontournable et mondialement connu. Le second problème la concernant, autre que ses prises de position et qui concerne non pas la femme mais l'artiste, c'est qu'elle a été rappelée afin d'écrire cette nouvelle saga des animaux fantastiques. Il ne s'agit donc pas d'une adaptation d'un roman, ce qui, permettez-moi de le dire, me fait du bien, car j'en ai plus que marre de voir le défilé des cloportes qui vont jusqu'à se forcer à lire les origines sur papier d'un futur film ou future série qui ne les intéresse pas de base, juste pour affirmer aux yeux de tous qu'ils connaissent déjà tout et qu'ils sont fans depuis des années, alors qu'ils n'avaient jamais rien vu concernant cet univers ou même qu'ils ne le connaissaient tout simplement pas. Ouais. Certains fans de Potter sont cancer avec ça, parce qu'ils oublient une petite chose, c'est que beaucoup de fans n'ont vu que les films. Mais bon, pour eux tu n'es pas un vrai fan si tu n'as pas absolument tout lu, tout vu, tout appris. Bref, elle a été rappelée, mais pas pour adapter les romans basés sur les animaux fantastiques, tout simplement parce que ces romans n'existaient pas avant la sortie des films. Elle n'a pas été rappelée en tant que romancière, mais en tant que scénariste. Et là on ressent le fossé entre les deux arts. Un livre sera de toute façon plus complet qu'un scénario d'un film de 2 heures. Et Rowling est peut-être une excellente écrivaine, mais elle est une très mauvaise scénariste, car elle n'a pas le temps nécessaire pour peaufiner certains détails. Les films Potter, de manière générale, n'adaptent pas chacune des lignes des livres, mais cet univers est parfaitement crédible sur écran. Alors que les animaux... Le premier est peut-être le moins mauvais, car entre la fin des romans Potter et le début de la saga des animaux, elle a peut-être déjà eu de vagues idées de déclinaison de son univers, notamment avec la pièce de théâtre. Mais ici, les personnages sont vides. Newt est mon préféré, car ce côté vétérinaire qui connaît les animaux, qui voyage pour les étudier, c'est assez neuf et très intéressant. Mais alors les autres... Le boulanger qui couine, les deux sœurs dont l'une peut lire les pensées, le frère de Newt, bref, tous les autres persos ne sont là que pour jouer leur métier fictif et n'ont absolument aucune personnalité. Grindelwald a un passé expliqué, mais en gros c'est juste un Voldemort beau et gai. Rowling n'est pas une scénariste et ça se sent. Il y a tellement de défauts et de trahisons envers les films que même moi qui n'ai pas lu un seul des romans, je suis presque sûr que cette nouvelle saga n'est pas cohérente avec certains points évoqués dans Harry Potter, en tout cas dans les romans. Le coup du sort oubliette qui n'a pas fonctionné, moi, vraiment cet élément me gêne énormément. Et l'un des pires points de cette saga, c'est la sœur de la romance suggérée de notre héros, devenue de plus en plus inutile au fil des films. Ce personnage est juste une immonde, excusez-moi, connasse. Elle, qui tombe amoureuse du boulanger dans le premier film, doit lui faire ses adieux à la toute fin. Ça passe, j'adore leur relation, et je suis triste pour elle.
Ensuite, le sort n'a pas fonctionné parce que... Elle le retrouve, l'envoûte afin qu'il se marie. Alors, c'est marrant 2 secondes, mais en gros, c'est comme une prise d'otage, qui ne sert à rien car il se rappelle d'absolument tout. Donc, pourquoi avoir utilisé un filtre d'amour sur quelqu'un qui t'aime déjà? D'accord, c'est pour qu'il saute le pas et se marie, mais il sait que c'est mal vu, un mariage entre un moldu et sorcier. Donc oui, je peux comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi il se barre lorsque Newt le désenchante. Et puis à la fin du 2e film, elle décide de rejoindre celui qui veut tuer tous les non-mages, celui qui ne veut pas qu'ils se mélangent, car pour elle, c'est la solution à leur bonheur. On n'est même plus dans le domaine de la connerie à ce niveau-là. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait au moins? Pour leur bonheur, elle décide de rejoindre celui qui les empêchera d'être heureux. Waouh! Ce personnage est une immense connasse. Cette saga aurait pu être intéressante si elle n'avait été pensée et écrite que pour 3 films, rendant donc la priorité au vrai personnage, plutôt que de se lancer dans l'arc des Lestrange, mais aussi Croyance, qui ferait du bien à tout le monde, car c'est peut-être aussi à cause d'Ezra Miller que cette saga fonce dans le mur, car il n'est qu'un rescapé inutile du premier film, qui s'attire de plus en plus d'ennuis, allant même jusqu'à narguer les forces de l'ordre en affirmant qu'ils ne l'arrêteront jamais, car il est dans un autre univers. Ah, et aussi, il se lance dans l'enlèvement d'enfants, ainsi que le cambriolage de maisons, sans oublier le fait de jeter des chaises sur des femmes, tout en se bastonnant dans un karaoké. Laissez crever cette saga, par pitié, vous voyez bien qu'il y a que des problèmes. Désolé pour tous ceux qui l'ont apprécié, mais... Les déclarations de Rowling, le fait qu'elle ne soit pas scénariste de profession, le procès de Depp et maintenant Ezra Miller qui commence à foutre la merde, ça fait trop de problèmes sur le même film. Tout ça, combiné au fait qu'il soit considéré comme étant le plus mauvais du monde des sorciers, aussi bien par les critiques du public comme professionnels, mais qu'il soit également le film ayant rapporté le moins d'argent de cet univers, font que c'est juste un échec. Ça partait peut-être d'une bonne intention, mais Les Animaux Fantastiques auraient pu être une bonne saga si l'histoire tournait réellement autour des animaux. Ça aurait pu être une bonne saga si J.K. Rowling était scénariste, or elle ne l'est pas, ce qui explique tout le bordel apporté à partir du 2e film, qui se poursuit et s'aggrave dans le 3e film, et qui peut s'amplifier si jamais d'autres volets voient le jour. Cette saga est morte, et j'espère personnellement qu'elle le restera. C'est dommage, car le premier film est cool, mais je suis désolé, je ne peux pas regarder ni apprécier une saga où l'ennemi principal va se mettre à chialer alors qu'il pourrait littéralement faire un massacre dans leur dos, surtout qu'en plus, ils ont tous le dos tourné. Je ne peux pas regarder un film aussi mal écrit qui est obligé de se tourner vers du fanservice dès le 2e volet sur au début 3 puis 5 films pour s'en sortir. Je prie pour que le 4e n'existe pas. Ce serait à la fois dommage, car j'ai envie de savoir la fin de l'histoire. Mais si c'est pour se taper un film comme Les Secrets de Dumbledore, c'est absolument hors de question. D'ailleurs, il n'y aura pas de suite s'il ne marche pas. Or, il est en ce moment à plus de 400 millions de recettes mondiales. Il a donc rapporté plus que son budget, il l'a même doublé. Ce qui veut dire que ce n'est pas non plus une catastrophe, car d'autres films ont déjà eu droit à des suites pour moins que ça. Mais ça reste quand même un échec pour un film de cette ampleur. J'ai envie de connaître la fin de l'histoire, mais j'ai peur de voir la suite des films si jamais d'autres voient le jour. C'est tout ce que j'avais à dire concernant cette nouvelle licence dérivée de l'univers des sorciers. J'espère quand même que, même si mon avis est différent du vôtre, que ça vous a quand même plu. Mais dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo ou pourquoi pas prochain thème. À très bientôt.